Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. C'est le printemps, donc vous sortez un livre. Mhm. Le dernier paru aux éditions Odile Jacob, c'est un ouvrage co-signé avec Marie-Paul Virard et intitulé La dernière chance du capitalisme. Alors c'est un titre qui sonne comme un avertissement, mais aussi comme une oraison funèbre un petit peu. Parce que quand on lit cet ouvrage, on a le sentiment de lire très sincèrement un acte d'accusation assez terrible à l'encontre du capitalisme néolibéral tel que nous le vivons ou nous le subissons depuis 40 ans. Et ce que vous dites dans ce livre, c'est qu'il a failli, alors même qu'on a cessé de nous rabâcher ces 4 décennies durant qu'il n'y avait pas d'alternative. Et c'est peut-être l'idée la plus forte de votre livre. Vous prétendez que le modèle qui est le nôtre n'est pas un moindre mal, il est pire que cela, il est inefficient. Oui, parce que d'abord, il y a une évolution historique de ce capitalisme. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait sous Reagan ou Thatcher, qui étaient des vrais libéraux, hein. Et en particulier, ils avaient cassé les monopoles, ils avaient mis une concurrence très forte. Donc il y avait une espèce de deal libéral qui était qu'on allait mener des politiques économiques libérales, donc réduction de la taille de l'État, réduction de la protection sociale, concurrence très forte, libre-échange, mais qu'en échange, on aurait des économies dynamiques avec beaucoup de croissance, beaucoup de progrès techniques, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'emplois, le plein emploi, etc. Alors, il y a eu deux évolutions malencontreuses de ce modèle. La première, c'est que le modèle est sorti du libéralisme, puisque aujourd'hui, on a des monopoles partout, et c'est pas seulement dans Internet, hein. On sait par tous les travaux nombreux qui existent qu'il y a des situations dominantes dans toutes les industries, hein, y compris les industries traditionnelles. Et puis, par ailleurs, on a une situation où on voit que les gains de productivité ont continuellement ralenti. On a perdu 1 point de gain de productivité tous les 10 ans, en gros, depuis les années 80. Il n'y a pratiquement plus de gains de productivité aujourd'hui, donc il n'y a pratiquement plus de croissance. Il y a des problèmes d'emploi. Et donc, on a les coûts de ce capitalisme, hein, les inégalités, la pauvreté, la disparition des emplois industriels qui sont délocalisés. La fragilité financière, hein, puisqu'on prend beaucoup d'effets de levier, Mhm. et on n'a pas les avantages qu'on pouvait avoir et que peut-être on avait au début des années 80 aux États-Unis quand on a cassé les monopoles dans les télécoms ou dans le transport aérien, par exemple, hein. Voilà, donc notre thèse de départ, c'est que on peut plus supporter ce modèle parce que euh, on aurait pu dire c'est un arbitrage, hein. Il y a des coûts sociaux, mais il y a une grande efficacité économique, mais il y a des coûts sociaux et il n'y a pas d'efficacité économique. Donc évidemment, ce modèle est quand même normalement voué à la disparition. Et quand même, on peut aussi se demander pourquoi il tient aussi longtemps. C'est qu'il faut comprendre qu'en même temps, c'est un modèle qui est favorable aux consommateurs, puisque quand on n'augmente pas les bas salaires, qu'on délocalise, qu'on met en place de la grande distribution, etc., on fait baisser les prix pour le consommateur. Donc Mhm. finalement, il y a une forme de schizophrénie, hein. On est tous contents de ce modèle avec notre casquette de consommateur et normalement mécontents avec notre casquette de salarié, surtout dans les secteurs délocalisables, bien sûr. Alors, ce modèle tient aussi parce qu'on a favorisé une économie de la dette. On a d'abord soutenu la dette des ménages, et puis Oui. quand il a fallu prendre le relais, bah, ce sont les États qui ont pris le relais en Hmm. 2008. On a eu la dette publique, et puis quand les États ne peuvent plus finalement assurer le service, bah, on va les aider tout de même à le faire avec la création monétaire. Oui, alors ce que je viens de dire est d'autant plus choquant que ce modèle, vous l'avez dit, a reçu un soutien absolument considérable, d'abord par l'endettement privé. Ça casse avec la crise des subprimes. On dit aux Américains, vous n'avez pas de revenus, mais achetez une maison en vous endettant. Bon, ça finit mal. Après, on met de la dette publique, et au moment où la dette publique devient trop importante, on la finance on finance les dépenses publiques par la création monétaire. Donc on en est là aujourd'hui, ce qu'on appelle, on a mis des béquilles, hein, c'est le vocabulaire qu'on a Mhm, choisi, mhm. et malgré ces béquilles, la croissance continue à ralentir, et après la crise de la Covid, il y aura probablement, une fois passée la phase de rattrapage des économies, il y aura sans doute une croissance de long terme extrêmement basse dans les pays de l'OCDE, malgré à nouveau tout le soutien qu'a reçu ce modèle depuis les années 80 par l'endettement, les banques centrales, les taux bas, etc. Et alors ça ajoute un risque au modèle, hein, qui est le risque financier, puisqu'on ne peut pas impunément augmenter massivement la quantité de monnaie pendant 20 ans sans qu'il y ait des bulles partout, qu'il y ait de l'excès d'endettement, qu'il y ait des flux de capitaux dans tous les sens. Et donc on a, en plus du risque de crise sociale, il y a évidemment un risque de crise financière qui s'ajoute. Alors,
J'aimerais qu'on revienne d'abord sur cette faillite du modèle néolibéral et qu'on aille un peu dans le détail. Parce que, en effet, vous le disiez, c'était un modèle qui visait à faire sauter un certain nombre de carcans ou de choses perçues comme telles, une trop grande présence de l'État, des syndicats, notamment dans les pays anglo-saxons, un peu sclérosants du point de vue des néolibéraux. Donc on a désyndicalisé, enfin on s'est arrangé pour que les syndicats soient cassés. Thatcher s'y a employé très durement. On a également libéré les échanges et les turiféraires du modèle nous diraient bah, finalement on a tout de même accru la richesse dans le monde et on a fait sortir une bonne partie de la population mondiale de la pauvreté, ce qui est un fait. Oui. Non, non, on n'est pas que négatif, il ne faut pas caricaturer. Ce modèle a donné des résultats, il y a des résultats technologiques, c'est-à-dire les services Internet, les vaccins ARN, ils sont complètement dans cette logique-là. C'est financé par des venture capitalistes, enfin bon. Et puis, vous l'avez dit, la très grande baisse de la pauvreté dans les pays émergents. Voilà, mais il n'empêche que du point de vue de l'OCDE, ce modèle n'est pas efficace. Alors je voudrais revenir sur votre point. C'est pas une critique du tout du libéralisme, parce que ce capitalisme, on le dit néolibéral, mais à nouveau, c'est un choix. Ce choix de vocabulaire est très mauvais. Parce que finalement, si on revenait à un capitalisme libéral, d'une part, on remettrait de la concurrence, on n'aurait plus de monopole, et d'autre part, on détruirait les rentes. Hein. Et donc, je crois que le grand problème de ce modèle aujourd'hui, c'est que c'est pas un modèle libéral, c'est un modèle actionnarial, mais de rentier. Donc, il y a des gens qui ont des rentes de monopole, qui gagnent de l'argent simplement parce qu'ils sont tout seuls sur leur marché et qu'ils ont éliminé les concurrents. Il y a des gens qui ont ce que j'appelle les rentes monétaires, donc qui s'enrichissent parce que les taux d'intérêt sont très bas, que les banques centrales créent plein de monnaie et que les cours boursiers montent. Un économiste libéral déteste normalement le modèle que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'appeler néolibéral. Moi je l'appelle un modèle actionnarial. Alors on a décidé de l'appeler néolibéral parce que tout le monde a décidé que c'était comme ça qu'il fallait l'appeler, mais c'est pas le bon choix. Il faut l'appeler actionnarial de rentier, quoi, quelque chose comme ça. D'ailleurs, derrière cette expression capitalisme néolibéral se cache finalement une réalité qui a beaucoup évolué au cours des 40 dernières années. Et on a peut-être basculé dans autre chose, dont il faudra peut-être faire la critique, et c'est la théorie monétaire moderne. Mais on va y revenir un peu plus tard. Je reste tout de même dans la critique de ce modèle néolibéral, puisque vous dites qu'il est inefficient. Et alors, moi, il y a une chose qui m'a frappé dans la lecture de votre livre, c'est le constat que vous faites que les dépenses de R&D ont énormément augmenté, elles se sont accrues, et pour autant, finalement, on est de moins en moins efficace en termes de recherche. Et vous donnez l'exemple de l'industrie pharmaceutique, où finalement on dépense de plus en plus d'argent pour sortir de moins en moins de molécules. Oui, alors là, tout n'est pas de la faute du capitalisme. Je crois qu'il y a aussi une évolution à cette période qui est assez frustrante aussi. On voit quand même une hausse forte des dépenses de recherche-développement, une hausse forte des dépenses pour ça de numérisation des entreprises, hein, au sens large, le développement de la robotisation, l'allongement de la durée des études, et on finit avec un énorme ralentissement des gains de productivité. Donc il y a quand même un point d'incompréhension. Alors il y a une partie de l'explication qui est liée au modèle économique, on vient d'en parler, et je pense à nouveau à la constitution de monopole. Un monopole, ça fait de la recherche, mais ça ne l'utilise pas. La recherche, pour lui, est une façon de protéger sa position de monopole. Donc vous avez énormément d'inefficacité, même si les budgets de recherche sont élevés. Big Pharma, comme on dit, fait énormément de recherche et n'utilise pas ses découvertes. Hein. C'est juste une protection contre d'éventuels concurrents. Et puis, il y a une partie qui est beaucoup plus technologique, qui n'a pas grand-chose à voir avec le système économique, qui est qu'on a du mal à faire des découvertes, des découvertes profondes. Les innovations de rupture, c'est rare, quoi. Je veux dire, il faut beaucoup plus d'argent pour chaque médicament, beaucoup plus d'argent pour chaque nouvelle technologie dans l'énergie, par exemple. Donc il y a aussi une perte d'efficacité de la recherche qui n'a pas grand-chose à voir avec le système économique. Et les nouveaux emplois liés aux nouvelles technologies sont moins qualifiés en règle générale que les emplois industriels qu'on a détruits, Oui. notamment avec Alors ça, cette disparition de l'industrie. Oui, ça c'est la grande misère de l'innovation, mais à nouveau, ça, c'est vrai aussi en Chine, hein, je veux dire, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec le modèle de capitalisme. C'est que contrairement à une idée reçue, la digitalisation est très différente des révolutions industrielles du passé. Si vous prenez les années, on parle aujourd'hui beaucoup des années folles, hein, prenez les années 20 aux États-Unis,
il y a une explosion de certaines industries, l'électricité, la voiture, etc. Et ces industries deviennent très très grosses, embauchent énormément de gens, et les emplois qu'elles créent sont plus qualifiés et mieux payés que les emplois qui existaient avant. Et ça, c'est vraiment les phases vraiment de croissance. Et ça, en Europe, c'est plutôt les années 50-60, quoi. On a ce même phénomène. Aujourd'hui, le digital crée un tout petit nombre d'emplois très qualifiés et énormément d'emplois très peu qualifiés. Chez Amazon, surtout des personnes qui portent des paquets dans des entrepôts, quoi. Je veux dire, les concepteurs de logiciels sont peu nombreux. Quand vous regardez les emplois dans les nouvelles technologies au sens très large aux États-Unis, c'est 4% de la population active, 4% des emplois. C'était 4% des emplois il y a 20 ans. Hein, donc c'est pas un secteur qui crée des emplois en termes nets. Alors ces emplois sont très productifs. Le niveau de salaire en moyenne est le double du niveau de salaire moyen dans le reste de l'économie, parce que la productivité est le double. Mais ce que vous avez surtout, cette espèce de ce qu'on appelait révolution industrielle, mais je trouve qu'à nouveau aussi, là c'est mal choisi, crée surtout une baisse du niveau de gamme des emplois. Alors, est-ce qu'à nouveau, ça n'a pas de rapport avec le système économique, parce que c'est vrai aussi dans un pays totalitaire, on aurait le même problème, quoi, je dirais. Mais ça aggrave la situation aujourd'hui, parce qu'on a les vices profonds du capitalisme. Il faudra qu'on en parle, l'exigence de rentabilité du capital. J'allais y venir, voilà. parce que c'est tout de même... C'est quand même le cœur du sujet. Absolument. Hein. Mais après, s'ajoute à ça la difficulté à faire des innovations de rupture, ça devient de plus en plus compliqué, long et coûteux. Et s'ajoute à ça ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire qu'on a cette dichotomie, ce qu'on appelle la bipolarisation du marché du travail, où l'innovation technologique, surtout, crée des emplois en dessous du niveau moyen de qualification des emplois. Donc effectivement, on détruit des emplois intermédiaires, on crée un tout petit peu d'emplois très sophistiqués et on crée beaucoup d'emplois peu sophistiqués. Donc ça, on peut pas mettre ça au passif du capitalisme, c'est un autre phénomène, mais qui est profond, hein, parce que il y a tous ceux aujourd'hui qui vous disent Schumpeter est revenu, hein, voilà. Vous dites le contraire. Ben non, oui, on a une dynamique schumpeterienne, c'est clair. Mais ce n'est pas de la destruction créatrice, non, finalement. D'un certain point de vue, si. On digitalise nos économies, il y a une nouvelle technologie, ça, mais elle ne transforme pas les emplois en emplois plus supérieurs, on peut dire, à ceux qui existaient avant. Et au contraire, elle va faire surtout descendre beaucoup d'emplois. Enfin, je veux dire... il y a beaucoup, quand vous allez dans les rues, il y a beaucoup de jeunes gens qui livrent des repas à vélo, quoi. Je veux dire, c'est pas, et ça, c'est l'économie digitale. Donc c'est très différent, à nouveau, de l'industrie automobile dans les années 20 aux États-Unis, dans les années 50 en Europe. Mais c'est tout de même une conséquence de ce modèle qui a prévalu et qui a porté le libre-échange au nu, qui en a fait une sorte d'horizon indépassable, puisque ça aboutit à cette mondialisation que d'aucuns nous ont présentée comme heureuse, mais intrinsèquement, ça a tout de même amené à des délocalisations, un affaiblissement de l'emploi industriel et donc à la raréfaction de l'emploi qualifié et avec des gains de productivité, auxquels sont attachés des gains de productivité élevés. Ça, vous le dites. Oui, mais si vous voulez, alors les économistes s'entretuent. Quand on regarde la destruction d'emplois intermédiaires, donc c'est l'industrie et, je dirais, et tout ce qui est services liés à l'industrie. C'est des emplois assez bien payés, assez bien qualifiés, etc. Il y a vraiment deux causes. Hein. La première cause, elle est liée intrinsèquement au capitalisme, c'est les délocalisations. Et on délocalise trop. Alors, après, à la fin du livre, on fait une analyse en termes d'externalité. C'est-à-dire qu'on dit quand une entreprise décide de délocaliser dans un pays émergent, il y a une externalité qui est qu'elle va détruire des emplois ici et elle n'en tient pas compte. Donc elle ne tient pas compte du coût économique et social de cette délocalisation. Donc, comme cette externalité n'est pas ce qu'on appelle internalisée, c'est-à-dire que l'entreprise ne s'en occupe pas, elle donne à la société les coûts induits, en fait, on sait qu'on délocalise trop. Hein, puisque si on tenait compte des coûts induits, on délocaliserait moins. Hein. Donc effectivement, ça, c'est au cœur du capitalisme, hein, parce on produit dans les endroits où c'est le moins cher de produire. Et ça nous ramène même au dogme néolibéral, puisqu'on est, avec ce dogme, dans la volonté de maximiser systématiquement les profits quand on est une entreprise. Oui, mais à nouveau, moi on a relu avec Marie-Paul Virard attentivement Milton Friedman, 1962. Alors en général, on commence tous les discours en disant à cause de l'horrible Friedman, on a le capitalisme non, libéral. et d'ailleurs, c'est pas vrai du tout. Lisez Capitalisme et liberté.
il est en train d'expliquer que l'État a plein de choses à faire, en particulier sur les externalités, sur l'éducation, sur la Et vous laissez pauvreté. entendre même que la pensée de Friedman a été dévoyée d'une certaine manière. Non, je pense que lui-même a changé. Friedman des années 80, Pinochet, tout ça, c'est peut-être un peu différent. Mais au début, Friedman, c'était un ordo-libéral. Il disait économie de marché, mais de multiples interventions de l'État là où le marché ne peut pas faire le travail. Hein. Son livre le plus profond raconte bien une histoire qui est complètement ordo-libérale, qui n'est pas du tout une histoire reaganienne. Hein. Alors, on reviendra à l'ordolibéralisme parce que ça, Oui, mais c'était mon point des externalités. Je disais donc que les pertes d'emplois industriels, il y a deux causes. Il y a trop de délocalisation, et puis il y a la technologie, quoi. Le fait que la digitalisation a remplacé ces emplois intermédiaires par des emplois différents. Oui, mais les délocalisations ont tout de même à voir avec la maximisation, Oui, la oui, quête de oui. maximisation des Délocalisation, profits. c'est complètement notre sujet. C'est une des façons d'augmenter ses profits, c'est de produire là où c'est le moins cher, de mettre ses profits là où il y a le moins d'impôts. Enfin voilà, bon. Parce qu'on n'a pas parlé de la concurrence fiscale, mais tout ce qui est en train de se discuter aujourd'hui sur la taxation mondiale, évidemment, est au cœur du sujet. Les GAFAM payent en moyenne 2% d'impôts sur les profits. Hein. Mhm. Et puis après, il y a quand même un aspect technologique qui est, on a une révolution technologique qui fabrique de mauvais emplois, ce qui est complètement paradoxal, mais vrai, quoi. Maximisation des profits, pardon, nous amène tout de même à la rentabilité des capitaux Oui, et à cette obsession de 12 à 15% de oui. rentabilité de ceux-ci. Donc, quand on vise de telles rentabilités, et vous le dites très bien, ça peut se justifier lorsqu'on a des taux d'intérêt à 8%, mais quand on a des taux d'intérêt à zéro, ça semble tout de même carrément abusif. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que la rentabilité du capital est la même que dans les années 80? Il y a peut-être simplement un effet de myopie. On avait 15, on veut toujours 15, quoi. Alors certes, dans les années 80, les taux d'intérêt sur les dettes publiques étaient à deux chiffres. Rappelez-vous d'ailleurs que quand la théorie de la finance essaie d'estimer quelle est la prime de risque qu'on doit avoir quand on investit dans une entreprise, on trouve en général 3 ou 4%. Donc quand les taux des États étaient à 10, c'était normal qu'on ait 14. Bon, aujourd'hui, on devrait avoir 4, Et quoi. n'allons pas trop vite. Donc la prime de risque, pour ceux qui nous écoutent, C'est c'est l'écart l'écart. entre la Voilà. rentabilité du capital qui est risqué et le rendement sur une dette publique qui est normalement sans risque. Donc dans les années 80, cet écart était de l'ordre de 3 ou 4%, ce qui paraît parfaitement légitime quand on regarde la variabilité des résultats, le risque de faillite, etc. Si on appliquait la même prime de risque aujourd'hui aux États-Unis où l'État s'endette à 1,5, il faudrait donc qu'on gagne 5,5 quand on investit dans une entreprise, or on gagne 14. Donc évidemment, cette ouverture, c'est pas qu'il y a plus de risques, il y a d'ailleurs plutôt moins de risques, hein, puisque les niveaux de profit sont beaucoup plus élevés. Alors, soit il y a une interprétation complètement d'inertie, quoi. Je veux dire, on a pris l'habitude d'avoir 15, et personne n'a jamais osé baisser ça, quoi. Aucun PDG n'a osé dire à ses actionnaires, les taux d'intérêt des États baissent, donc moi, je vais vous rapporter moins. Et puis, sinon, on peut dire aussi, c'est parce que l'autre explication, au-delà simplement de la myopie, c'est que la concurrence qui s'est installée dans la finance entre des gérants de fonds qui essaient de se prendre des parts de marché pousse les gérants de fonds à demander aux entreprises des rentabilités de plus en plus élevées. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième explication aussi qui ressortit au vieillissement de la population, puisqu'on a de moins en moins d'actifs auxquels il faut bien assurer des moyens de subsistance, et donc tout ça plaide pour une financiarisation de l'économie, chose que vous avez déjà décrite dans des ouvrages passés, financiarisation qui évidemment est là pour compenser aussi la raréfaction des Oui, actifs. mais ça ne devrait pas faire ça. En théorie, si on a moins de personnes en âge de travailler, on devrait robotiser, par exemple. Mhm. Et si on a plus de capital, dans la théorie traditionnelle, la rentabilité du capital est plus basse. Hein. Donc non, ça ne marche pas. Non, l'explication la plus vraisemblable, je pense, c'est l'explication par la concurrence dans la finance. Hein, quand vous, Monsieur Smith, qui a donné son argent à gérer à plein de fonds de pension et à un assureur, il n'a jamais demandé 15% de rendement de son épargne. Il veut juste, dans 20 ans, avoir une bonne retraite, quoi. Donc, regardez donc les grands fonds de pension d'Europe du Nord ont des normes de rentabilité de l'ordre de 5, 6 ou 7%. Ça suffit largement pour payer des retraites parfaitement convenables, qui augmentent au moins aussi vite que le PIB. Donc M. Smith n'a jamais demandé ça, mais il a confié son argent à des gérants de
patrimoine ou des gérants d'actifs qui sont en concurrence entre eux pour gagner des parts de marché en promettant de meilleurs rendements que leurs concurrents. Et en fait, c'est pas une demande de l'épargnant de base, 15% de rendement, c'est une demande de la finance concurrentielle. Et d'ailleurs, dans les pays où la finance n'est pas concurrentielle, par exemple en Europe du Nord, où il y a des grands fonds de pension publics, par exemple, on ne demande pas 15% de rendement du capital. Mais aux États-Unis, où on s'entretue entre gérants de fonds pour récupérer des clients, il y a une surenchère, quoi, je veux dire, d'où les fonds activistes. Enfin, donc moi, je pense que c'est un problème de la finance. C'est pas un changement de comportement de l'épargnant lui-même. Mais cette obsession des 15% de rendement, elle aboutit aussi d'une certaine manière à cette distorsion du partage des revenus générés par l'entreprise au détriment des salariés. Pas que, c'est-à-dire que comment vous faites? Vous êtes chef d'entreprise. Le rendement du capital physique productif, c'est 5 à 6%. Donc, dans un monde normal, vous allez verser 5 à 6% de rendement à vos actionnaires. Et ils vous disent, non, on n'est pas d'accord, on veut 15. Alors, vous faites comment? Un, vous allez délocaliser. Deux, vous allez essayer de payer le moins d'impôts possible. Trois, vous allez essayer de baisser vos salaires. Et quatre, vous allez racheter vos actions en vous endettant pour augmenter le rendement des fonds propres. Voilà, donc vous utilisez tous les instruments à votre disposition et 5, j'ai oublié, vous essayez d'être monopoliste dans votre marché pour avoir des rentes de monopole, bien sûr. Voilà, donc tout est organisé en fait dans le capitalisme contemporain, délocalisation, concurrence fiscale, baisse des salaires, rente de monopole et rachat d'actions et endettement, et levier d'endettement, de manière à avoir un rendement des fonds propres pour l'actionnaire qui est 3 fois presque le vrai rendement du capital, quoi. Comment on peut corriger ça? Alors, on peut soit basculer dans un capitalisme extrêmement autoritaire à la chinoise, où finalement c'est l'État qui donnera des normes pour tout, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Moi, je pense qu'il faut, nous, on plaide pour un capitalisme de type européen. Je ne suis pas sûr qu'on change le capitalisme américain aussi facilement que ça. Capitalisme européen, mais alors, pour qu'il puisse exister, pour qu'un capitalisme européen puisse exister, il faut qu'il y ait des détenteurs du capital en Europe. C'est-à-dire, tant que nous n'avons très peu d'investissements en actions et que nos entreprises sont majoritairement détenues par des investisseurs du monde anglo-saxon, évidemment, ils appliquent leurs normes de capitalisme. Donc si on veut avoir un capitalisme européen qui demanderait 7% de rendement et pas 15%, et qui aurait donc du coup qui aurait un horizon beaucoup plus long, il va falloir qu'on fabrique des investisseurs en capital européens avec des horizons longs, comme il y en a déjà, mais à nouveau, il y en a dans des petits pays. Il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Suède, il y en a au Danemark, il y en a en Finlande, mais il y en a très peu en dehors de ça dans le reste de l'Europe. Une des raisons majeures, c'est que les retraites sont en répartition, c'est des retraites publiques, donc il n'y a pas de fonds de pension. Un fonds de pension, ça investit 50 ou 60% de son actif en actions. Le PER, qui est le nouvel actif de retraite en France, initialement, il est investi entre 60 et 70% en actions. Donc si nos retraites étaient gérées en capitalisation, nous serions, nous, propriétaires de nos entreprises, et probablement avec une gouvernance, du coup, qui serait très différente. Donc l'étape 1, ça avance un peu, puisqu'il y a de nouveaux produits d'épargne, il y a quand même plus de goût pour les actions, on voit quand même dans la population européenne, on voit que la partie de l'épargne qui s'investit en actions est en train de monter assez rapidement, donc les comportements évoluent. Mais l'étape 1, c'est de fabriquer une base d'épargnants européens qui se mettent à être les propriétaires des entreprises, quoi. Parce que le PDG, quelle que soit sa volonté, moi je parle à beaucoup de présidents, de dirigeants d'entreprises, même ceux qui ont la volonté de faire autre chose, c'est-à-dire d'avoir des horizons plus longs, etc., ils sont confrontés à leurs actionnaires. Donc il faut faire avaler aux actionnaires, certains étant extrêmement gourmands, comme vous savez, un changement de comportement, et pour l'instant, ça ne passe pas, quoi. Donc je crois qu'il y a une étape préalable qui est de réfléchir collectivement à fabriquer une détention européenne des entreprises européennes. C'est compliqué parce que dans les gauches européennes, il y a complètement ancré l'idée que la retraite par capitalisation, c'est scandaleux, c'est une honte, c'est le capitalisme le plus déjanté. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est parce qu'on n'a pas de retraite par capitalisation que notre capitalisme est mangé par les investisseurs anglo-saxons. L'étape 2, c'est notre plaidoyer pour l'ordolibéralisme. C'est de dire il faut. Alors définissez le. Alors si vous voulez, je vais donner des exemples parce que sinon c'est peut-être trop théorique. Prenez le climat.
on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a une solution dirigiste qui consiste, alors c'est en gros ce qu'on fait malheureusement, à mettre des règles partout. Donc on va dire aux Européens, par exemple, comment ils doivent se transporter, comment ils doivent manger, comment ils doivent construire des maisons, où est-ce qu'ils doivent partir en vacances, qu'est-ce qu'ils doivent faire et pas faire, voilà. Et ça, c'est du capitalisme dirigiste, du capitalisme étatisé, quoi. Et puis le néolibéralisme dit non. C'est ce que dit d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport d'il y a une semaine. Mettez le prix du CO2 à 120 euros la tonne, montant à 200 ou 300 euros la tonne dans 20 ans, et par des mécanismes de marché, tout le monde prendra les bonnes décisions. Et c'est incroyablement plus simple, quoi. Vous remplacez des milliers de pages de règlements, avec en plus des trous, qu'on peut toujours contourner un règlement, parce qu'il y a toujours une faille dans un règlement, hein, par une incitation qui reste dans la logique de l'économie de marché. Un autre exemple, l'emploi. Si vous voulez éviter les licenciements abusifs, soit vous donnez une autorisation administrative de licenciement, donc il y a une administration qui regarde si l'entreprise est bien justifiée à licencier, là, soit vous faites un bonus-malus sur les licenciements et vous mettez plus de cotisations sociales aux entreprises qui licencient, qui fait que si l'entreprise licencie, on sait que c'est pour une vraie raison, puisqu'elle accepte de payer le coût social du licenciement, etc. etc. Je peux donner plein d'exemples. Donc il me semble que il faut aussi que les États restent dans l'économie de marché. Il ne faut pas qu'on nationalise nos économies, parce que je crois qu'on les scléroserait. Mais il faut qu'ils s'occupent de toutes les externalités, hein, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a le climat, il y a l'emploi, il y a la recherche et l'innovation, il y a les jeunes, enfin il y a des tonnes d'externalités dont les États ne se sont pas occupés ou s'en occupent d'une façon totalement bureaucratique. Et donc il faut s'en occuper par un mécanisme de marché. Voilà. Alors, vous parlez des États, ça me ramène au point de départ, puisque aujourd'hui, on a des États qui sont financés par les banques centrales. On peut le résumer ainsi, c'est peut-être caricatural, mais enfin, bon, les chiffres parlent tout de même d'eux-mêmes. On a une création monétaire formidable, on a la base monétaire qui a cru de 75%. L'année dernière, en 2020. En 2020. Quand on va cumuler 2020 et 2021, ça va faire 120 ou 130%. Bon, voilà. On est aujourd'hui, parce qu'on a parlé du capitalisme néolibéral, sachant que derrière ce vocable, il y avait beaucoup de choses parfois un peu différentes. Mais aujourd'hui, est-ce que ce capitalisme n'est pas bel et bien mort et n'a pas été remplacé par la théorie monétaire moderne, professée par Stephanie Kelton? Oui, enfin, c'est une vieille théorie. Oui, oui, mais elle l'a porté, elle s'en est fait la porte-parole tout de même assez vocale et assez audible ces dernières années. Bon, et si on doit résumer cette théorie monétaire moderne, en gros, eh bien, par la création monétaire, on donne les moyens à l'État de résoudre à peu près tous les problèmes, d'assurer le plein emploi, de s'attaquer aux inégalités, bref, d'agir pour le meilleur. C'est un peu l'idée, grosso modo. Or, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que, voilà. Non, mais tout à fait d'accord. C'est ce qu'on appelle la troisième béquille. Mais ça, c'est complètement imbriqué au sujet capitalisme. Car pourquoi on est obligé de faire ça? Parce qu'il n'y a plus de croissance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a des crises financières à répétition. Alors la Covid, c'est un peu particulier. Enfin, on peut beaucoup tirer les cheveux et expliquer que la Covid, c'est aussi une conséquence du capitalisme. Enfin bon, il y avait des pandémies au Moyen-Âge. Hein. Mais on a un capitalisme qui demande un interventionnisme étatique croissant, parce qu'il y a des laissés pour compte, qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. Voilà. Et simplement, les États arrivant à la limite de leur capacité à s'endetter après la crise des subprimes sont obligés de basculer dans MMT, la théorie monétaire moderne. Quand vous écoutez la Réserve fédérale, elle est très proche de Stephanie Kelton. Hein, la Réserve fédérale vous dit, nous, notre objectif, c'est le plein emploi absolu. Le plein emploi absolu, c'est quand les Afro-Américains ont tous un emploi. Donc c'est le plein emploi pour les minorités qui ont le moins d'accès au marché du travail. Et on va continuer à pousser l'économie. Voilà. Et donc l'État américain fait toutes les dépenses qu'il faut pour ramener le plein emploi, construire des infrastructures, mettre de l'argent dans tout ce que vous voulez. On a l'impression qu'on a inventé l'argent magique. Oui. Alors
le problème de Stéphanie Kelton et des défenseurs de la théorie monétaire moderne, en France, Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est de facto un défenseur de MMT, comme la gauche des démocrates américains, Bernie Sanders, hein, c'est qu'ils sont dans un modèle économique des années 60, où le risque, c'était l'inflation. Hein, et donc, ils disent, oui, mais que dit Stéphanie Kelton? Elle dit, mais il faut faire attention. Donc, un tout petit peu avant d'arriver au plein emploi, on arrête. Et comme ça, on peut avoir presque le plein emploi et on n'a pas d'inflation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'inondation monétaire que ça fabrique, elle ne fabrique pas d'inflation. Regardez le Japon, ça fait 30 ans qu'ils font MMT, l'inflation est de zéro, hein, et elle fabrique l'inflation des prix des actifs. Et donc le problème qui est beaucoup plus grave qu'on a aujourd'hui, c'est que cette politique, elle est en train de faire exploser les prix de l'immobilier, elle est en train de faire exploser les cours boursiers, et ceci bien avant qu'on soit au plein emploi. Donc si vous voulez, ce qui est assez profond, c'est que dans la théorie monétaire moderne, ils vous disent l'inflation, ça n'arrive qu'au plein emploi. Donc si on lève le pied de l'accélérateur juste avant au plein emploi, on va éviter l'inflation. Mais les bulles sur les prix des actifs, elles commencent bien avant le plein emploi. L'année dernière, aux États-Unis, les prix de l'immobilier ont augmenté de 11%, hein, l'année de la Covid. En France, sur un an, les prix de l'immobilier ont augmenté de 6% et ils accélèrent de façon extraordinaire. Donc on est en train de fabriquer des bulles partout. Alors ça, le mot prix d'actifs, il n'est pas dans le bouquin de Stéphanie Kelton. Elle ne sait pas que ça existe, quoi, apparemment. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Donc, et vous le disiez, on perd du PIB. Alors là, à cause de la Covid, mais disons, avant, on perd du PIB parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot, parce qu'on a délocalisé l'industrie. Donc cette perte de revenus, on peut faire semblant qu'on la corrige en mettant de la monnaie. Donc on dit aux individus, c'est la monnaie hélicoptère, hein, c'est la même chose. Oui. On dit aux individus, vous avez perdu du revenu, c'est pas grave, voilà des billets. Donc et donc du coup, il n'y a jamais de perte de revenus. C'est-à-dire, les gens ne perdent jamais de pouvoir d'achat, quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont plus d'emploi. Mais c'est pas vrai. Quand on perd du revenu, on perd du revenu. Donc la question, c'est où est-ce qu'on va retrouver la perte de revenus? On va la retrouver par exemple par le fait que les prix de l'immobilier ayant monté énormément, avec le même revenu, on peut plus se loger. Et c'est là qu'on va retrouver la perte de revenus. Donc on peut pas faire disparaître une perte de revenus en créant de la monnaie. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est assez intéressante, c'est que vous opposez richesse et revenus. C'est-à-dire que la richesse croît, la richesse via les actifs, en fait, c'est la richesse patrimoniale, alors que les revenus stagnent. Oui, alors quand on crée de la monnaie, à un certain moment, cette monnaie, elle est réinvestie dans d'autres actifs. On est en train de le voir. Les gens ne vont pas remplir leur compte en banque jusqu'au ciel. À un certain moment, ils achètent de l'immobilier, ils achètent des actions, ils achètent du private equity, et donc on va faire monter les prix des actifs. Cette richesse, il faut comprendre d'abord, et en plus qu'elle est désastreuse. Parce qu'à nouveau, on est en train de tuer totalement la capacité des jeunes à accéder à un logement. Hein, ouais. Et deux, elle est fictive. Parce que si tout le monde vend, ça ne vaut plus rien, quoi, je veux dire. Hein. Donc on a quand même quelque chose. Mais oui, il ne faut pas croire qu'on a trouvé le remède miracle aux pertes de revenus. La monnaie, ce n'est pas du revenu, quoi. Alors, la monnaie, ce n'est pas du revenu. Et puis, est-ce que la MMT, la théorie monétaire moderne, en arrosant finalement de liquidité le système, puisqu'on crée de la monnaie et puis qu'on fait inflater les bulles, le prix des actifs, et donc on crée des bulles, ne fiche pas les inégalités. Ça les aggrave énormément. Il y a un assez grand consensus, y compris d'ailleurs des chercheurs des banques centrales aujourd'hui, pour expliquer que la politique monétaire expansionniste, elle réduit les inégalités de revenus, parce qu'elle crée des emplois quand même, même un peu, enfin bon, voilà, où elle permet de financer des transferts publics aux plus pauvres, mais elle accroît monstrueusement les inégalités patrimoniales, parce qu'elle fait monter les prix des actifs, et en particulier des actifs qui sont détenus par les plus riches. Les Français les plus modestes, ils ont un peu d'assurance vie en fonds en euros et du livret A. Les Français les plus riches, ils ont des actions et de l'immobilier. Donc c'est les Français les plus riches qui bénéficient de la hausse des prix des actifs et pas les plus modestes. Et ça, on dit aussi dans notre livre, et je crois que c'est vraiment important et c'est un point de réflexion, que les inégalités patrimoniales détruisent de la croissance. Parce que on a une concentration du patrimoine qui est absolument colossale. Hein. Les personnes très riches, du coup, qui concentrent une partie de plus en plus importante du patrimoine, n'ont pas accès à tous les projets. C'est-à-dire, même si vous êtes Elon Musk ou Bill Gates, etc., vous n'avez accès qu'à un menu assez court de projets.
Donc finalement, vous allez faire un bien moins bon usage de l'argent, de l'épargne, que si le patrimoine était beaucoup mieux réparti et que plein de gens pouvaient développer leurs projets personnels. Les ultra-milliardaires ne peuvent pas connaître les projets d'investissement qu'il y a partout dans la population, quoi. Donc moi, je pense qu'on détruit de la croissance par une concentration excessive des patrimoines. Mais évidemment, ce qu'on fait avec la politique monétaire fabrique cette concentration excessive. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs, hein. Quand vous regardez le niveau de concentration des patrimoines, même dans les époques les plus exubérantes du capitalisme, dans les années 20, etc., on n'a jamais eu ça, quoi. Je veux dire, hein, une concentration aussi forte des patrimoines. Mais j'ai une peine à voir, pardonnez-moi Patrick, comment on va vers l'ordolibéralisme que vous appelez de Oui. vos voeux, à la situation présente, enfin plutôt de la situation présente à cet ordolibéralisme. J'arrive pas vraiment à voir le chemin qui nous y mènerait tranquillement. D'abord, il y a quand même des exemples, hein. Regardez ce qui se passe. Alors, c'est peut-être des petits pays, le Danemark, peut-être l'Allemagne après les prochaines élections, hein, si les Verts sont au gouvernement. Il y a une vraie pensée ordolibérale en Allemagne et en Europe du Nord. C'est leur vision de l'économie. Oui, Hein. mais l'ordolibéralisme a été créé là-bas, hein, Oui, aussi. les Donc, 30, en Allemagne, Leipzig, voilà. Oui, oui, mais en Allemagne, c'est très vivant. Ils le pratiquent quand même, hein. D'abord, alors, c'est une gestion très différente du capitalisme, hein, où l'État intervient, c'est de l'économie de marché. L'État met en place un bon environnement, intervient sur plein de choses, hein, sur la santé, l'éducation, les inégalités, etc. Le soutien de l'innovation, enfin voilà. Et puis, il y a beaucoup de paritarisme dans les entreprises, hein. Les salariés ont 50% des sièges dans les conseils d'administration en Allemagne. On a vu que ça détruisait l'efficacité de l'économie. Donc c'est plus inclusif, hein, comme capitalisme. Et puis l'État intervient vraiment de cette façon ordolibérale qui est par des incitations. Il essaie de pas... Nous, on ponde la règle, quoi. Je veux dire, c'est pas la pratique ordolibérale de pondre de la règle, hein. La pratique ordolibérale, c'est de mettre en place de bonnes incitations. On donnait des exemples tout à l'heure. Non, je crois que... Et pareil sur le marché du travail. Regardez le modèle danois du marché du travail. Vous mettez en place un environnement où on peut très vite retrouver un emploi. Hein, donc les conditions pour trouver... Et du coup, vous mettez une très forte incitation à retrouver un emploi, par exemple sous la forme d'une indemnisation du chômage qui est extrêmement généreuse, mais qui est courte. Et ça marche, hein. La durée du chômage au Danemark est incroyablement plus courte qu'en France, quoi. Et pendant que les gens sont chômeurs, ils gardent pratiquement la totalité de leurs revenus d'activité. Mais ils ont une très forte incitation à trouver un emploi. Mais comme en plus on a mis en place une économie qui marche bien, qui crée beaucoup d'emplois, où il y a un marché du travail très fluide, ça ne pose pas de problème. Voilà, je crois qu'il y a vraiment une pratique de politique économique ordolibérale qui s'oppose à la pratique française, qui est une pratique extrêmement régulée, quoi. Je veux dire, où on met de la règle. mais c'est pas la première fois qu'on regarde au-delà des frontières pour s'inspirer de ce qui se fait et ce qui marche ailleurs. Comment se fait-il qu'on soit finalement si peu efficient dans la reproduction de ce qui marche ailleurs? La critique de l'ordolibéralisme en France, elle existe, hein. Si vous parlez des économistes de gauche qui seront pour une économie régulée et pas ordolibérale, il y a une critique qui est que c'est l'effet d'aubaine. En disant, par exemple, si vous mettez des... Regardez ce qu'il y a. Je prends des exemples. Le crédit d'impôt recherche. Là, typiquement, c'est de l'ordolibéralisme. L'État français dit aux entreprises, si vous faites de la recherche, vous pouvez l'enlever de vos impôts, en gros. Enfin, de votre revenu imposable. Donc, en gros, ça va vous rapporter 30%. Bon, voilà. Beaucoup d'économistes disent c'est scandaleux, c'est de l'argent public qui est donné aux entreprises sans contrepartie, on veut des contreparties. Même chose sur les primes à l'embauche pour les jeunes ou la baisse des charges sur les bas salaires. Vous avez une école d'économistes de gauche qui disent qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est des effets d'aubaine, les entreprises auraient quand même embauché ces jeunes. Ou bien quand on baisse les impôts des entreprises, ils disent oui, mais il n'y a pas, il faut des contreparties. Donc dans chaque entreprise, il faut aller regarder si elle a augmenté. Voilà. Donc il y a une pensée économique de gauche en France qui est de régulation, quoi, où on va surveiller les entreprises, on va les encadrer par des normes, on va avoir l'administration qui va regarder ce qu'elles font, parce qu'on n'a pas confiance dans la pratique par les incitations. Hein, et à nouveau, la critique du crédit d'impôt recherche, c'est très intéressant. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut le supprimer. C'est donner de l'argent aux entreprises sans garantie de contrepartie. Alors qu'un ordolibéral dit, ben non, non, on sait qu'il n'y a pas assez de recherche, donc on met une incitation pour ce qu'il n'y a plus de recherche, et on fait confiance aux entreprises dans un mécanisme de marché, puisque comme on défiscalise la recherche, elles vont en faire plus, quoi. Donc il y a vraiment un état d'esprit.
c'est un peu une société de confiance, une société de défiance, quoi. Je veux dire, nous, on est une société de défiance. La partie de la population et l'appareil d'État sont dans une relation de très grande défiance vis-à-vis des entreprises. Et donc mettre en place des incitations, ils pensent que c'est mettre en l'air de l'argent public, en gros. Tandis qu'en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord, on est plutôt une société de confiance où on met en place des incitations parce on pense qu'en face, les gens vont réagir de la bonne manière à ces incitations, etc. Le titre du livre, c'est La dernière chance du capitalisme. Oui. Ça veut dire qu'on est vraiment en bout de Ah course? bah oui, parce que si vous voulez, ou alors vous avez plus d'imagination que moi, parce qu'il faut trouver la quatrième béquille, quoi. Donc le truc, il fabrique des inégalités, il fabrique des destructions d'emplois qualifiés, il donne plus de croissance, il fabrique plus de progrès techniques, et on l'a empêché de s'écrouler d'abord par l'endettement des privés, puis par l'endettement public, puis par la théorie monétaire moderne. Alors, théorie monétaire moderne, ça va s'arrêter, parce qu'à un certain moment, quand les prix de l'immobilier auront augmenté de 15% par an tous les ans, etc., il y aura une émeute sur l'immobilier, donc il faudra bien arrêter les bêtises monétaires. Vous avez quoi comme quatrième béquille, quoi? On a un peu exploité tout le champ des possibles dans les politiques de soutien. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait de quatrième béquille, et je pense qu'il y aura un vrai rejet. Et donc, soit on va passer à un modèle beaucoup plus autoritaire, capitalisme chinois, disons ça, avec un appareil d'État très puissant, qui intervient énormément, la nationalisation du système financier, etc. Soit on est capable de passer à un mécanisme de type ordolibéral, hein, où l'État va corriger les défaillances de marché, quoi, en faisant très attention, en regardant bien tout ce qui ne va pas. Voilà. Bon, je pense que la dernière chance, c'est ce passage à ce capitalisme ordolibéral. Sinon, comme le capitalisme présent, moi je ne l'appelle pas néolibéral, va s'effondrer, les capitalistes les économies de rentier, ça s'effondre forcément. Il va s'effondrer et il ne faudrait pas qu'il soit remplacé, je pense, par un capitalisme dirigiste, autoritaire, totalitaire. Alors Friedman disait totalitaire, quoi, je veux dire, qui serait peut-être d'ailleurs plus du capitalisme, ou qui peut être un capitalisme totalitaire à la chinoise, quoi. Bon, c'est pas très optimiste, mais Si, parce qu'il y a un autre modèle. Il y a un autre modèle qui n'est pas très différent de ce qu'on avait dans les années 50-60, finalement. Un capitaliste d'après-guerre, il est relativement ordolibéral, il est relativement inclusif, il n'y a pas une rémunération massive du capital, il y a énormément de progrès techniques, la croissance est très forte, il y a peu d'inégalités. On a eu un capitalisme d'après-guerre qui était un assez efficace système économique. certes, mais comment peut-on sortir de la MMT sans casse? Ah oui, oui. Alors le problème, c'est la transition de modèle. Effectivement, comme d'habitude, c'est comme très. Le plus compliqué, c'est les transitions de modèle, hein, c'est pas. Alors oui, le problème qu'on a, c'est que comme on a beaucoup de dettes, si on remonte les taux d'intérêt, on va avoir une crise de la dette. Et si on ne remonte pas les taux d'intérêt, on va avoir des bulles partout énormes. Donc de toute façon, on va pas faire l'économie d'une crise. On ne sait pas encore si c'est une crise de la dette ou une crise de bulle, quoi. Hein. Donc pour l'instant, on est plutôt parti sur la piste de la crise de bulle, puisque la dette fait tellement peur que personne n'ose remonter les taux d'intérêt. Mais voilà, donc vous avez raison. Moi, je pense que dans la transition vers un autre capitalisme, il y aura une crise financière, mais je ne sais pas encore dire quelle sera sa nature. Hein. Si ça sera une crise de type subprime, quoi, je veux dire, où il y a trop de dettes et donc il y a des faillites, etc., ou une crise du type Japon fin des années 80, où, il faut rappeler, les prix de l'immobilier baissent de 70% au Japon, hein, au début des années Mhm, 90. Hein, c'est mhm. comme pas, C'est à la voilà. fois un choc endogène et exogène, hein, vous le dites bien. Ah, C'est-à-dire que les prix ont tellement monté qu'il n'y a plus c'est d'acheteurs. endogène parce que les prix étaient délirants. Hein. Je me rappelle, j'allais au Japon dans les années 80 pour travailler. Il y avait un président d'une banque japonaise, il avait tapissé son bureau de Van Gogh. Hein. Donc il y avait quelques petites exagérations. Et en même temps, il y a le choc de taux d'intérêt des États-Unis, hein, qui fait monter les taux d'intérêt au Japon et qui casse complètement le modèle. Donc c'est à la fois exogène et endogène. Mais voilà, donc ça peut être une crise du type japonais où tout d'un coup, les cours boursiers s'effondrent, les prix de l'immobilier s'effondrent, on perd beaucoup de richesses, etc. Ou ça peut être une crise de type subprime, où comme les taux d'intérêt remontent, on se découvre trop endetté. Avant qu'on se quitte, j'aimerais tout de même qu'on aborde un point qui mérite à mon avis d'être mentionné et que vous avez soulevé dans votre ouvrage, parce que quand on veut recréer de la croissance, il faut tout de même un système éducatif performant. Oui,
Or, vous insistez dans de longues pages sur finalement l'inadéquation aujourd'hui des compétences avec les offres d'emploi et puis avec sans doute les emplois de demain ou les emplois qualifiés de demain. Or, et là je pense notamment à la situation de la France, elle n'est pas la seule, hein, même les États-Unis aussi sont Ah dans oui, une c'est terrible. situation Oui. assez dramatique. L'Italie n'est pas non plus très bien Mhm. logée, mais la France est en queue de classement dans les études sur Les les compétences, compétences au sens large, exactement, hein, que ce soit mathématiques ou littéraires. ou les Hein. jeunes, ou les plus vieux, enfin tout le monde. Comment peut-on, parce qu'on part d'ordolibéralisme, comment peut-on imaginer que de toute façon tout cela marche si on n'a pas des citoyens, des individus qui sont bien formés? Oui. Ah, il y a un chapitre dans le bouquin de Milton Friedman qui explique que le rôle central de l'État, c'est que tous les enfants, y compris des familles les plus pauvres, aient accès au meilleur système éducatif. Quand même, c'est étonnant. Je veux dire, ben voilà, Milton Friedman a la réponse, quoi. Je veux dire, on sait d'ailleurs ce qui ne va pas. Hein. Je veux dire, il y a le livre de Yann Algan il y a quelques années qui comparait le système éducatif français et le système finlandais, par exemple, montre bien le problème. On a un système éducatif où on donne absolument pas confiance aux enfants. Hein, c'est un système qui marche, qui est basé sur l'échec scolaire en fait, hein, et pas sur l'idée qu'on peut toujours progresser, ça apprendre, s'intégrer à un groupe. Et ce système fabrique l'échec et fabrique l'abandon des études. Il y a 18% des jeunes Français, tous les ans, quittent le système éducatif sans aucune forme de qualification. Et donc, voilà, et on a un niveau de compétence de la population, en particulier dans le domaine scientifique, qui est dramatique. Et moi, j'ai très peur. Alors, c'est pas un problème global du capitalisme, mais vous avez ça aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis s'en tirent en faisant venir les qualifiés du reste du monde. Hein, mais dans les PhD, il n'y a que des étrangers. Hein. Le système éducatif américain est catastrophique. L'Italie, la France, l'Espagne, la Grèce, etc. Voilà. Donc on a vraiment un vrai problème. Bah, là, on peut copier des exemples qui vont bien aussi. L'Europe du Nord, la Finlande, c'est un exemple absolument incroyable d'un pays. C'est le seul pays d'Europe qui a un niveau du système éducatif qui se compare avec celui des pays d'Asie, quoi, avec des méthodes qui sont beaucoup plus sympathiques que les méthodes des pays d'Asie, parce qu'on donne confiance aux enfants. Et puis on a compris que l'échec scolaire, il se creusait chez les tout petits. Et en fait, maintenant, on sait hein, que on sait identifier à la maternelle les gamins qui auront des problèmes scolaires, quoi. Hein. Donc, et donc il faut travailler ça. Si on le fait pas, bah oui, c'est monstrueux. Hein. Vous avez 130, 140 000 jeunes par an qui quittent le système scolaire avant le bac, sans aucune formation, sans rien, plus tous ceux qui quittent le système scolaire au début de l'université après le bac. Donc on fabrique une population qui a des niveaux de compétences extrêmement faibles. Alors comment vous voulez, après ça on nous tient des grands discours en disant on va relocaliser l'industrie. C'est gentil, il n'y a pas d'ingénieurs, donc je ne sais pas comment relocaliser l'industrie. On va digitaliser l'économie, c'est normal, les compétences en maths de la population sont catastrophiques. Donc comment est-ce qu'on va digitaliser l'économie? Enfin, rien n'est possible, je pense. Ou alors il faut passer dans une stratégie de pays émergents. Il faut baisser massivement les salaires pour adapter les salaires au niveau de compétences, mais on n'a juste pas envie de faire ça, quoi. Donc voilà, donc il faut faire dans l'autre sens, il faut adapter les niveaux de compétences aux salaires. Mais il y a un travail colossal à faire, il faut reprendre complètement, je pense, toutes les techniques d'éducation. Ce n'est pas une question d'argent, on dépense beaucoup d'argent dans l'éducation, mais c'est une question plutôt de méthode éducative, c'est une question d'intégration, il faut une éducation inclusive. On a une éducation qui est du modèle 19e, quoi. Dire, ça marche par l'exclusion. Il y a les gamins à qui on dit bah, t'es pas bon. Quoi. Alors que dans le système finlandais, on dit vous êtes tous bons. Vous Et en allez même tous temps, y on a un arriver. bac où on a 95% de Oui, bah reçus. ça me rassure pas. C'est la grave erreur de France de croire qu'en amenant les jeunes Français au bac généraliste, on va résoudre le problème. Il y a 80% des jeunes Suisses qui font de l'alternance et je ne crois pas que la Suisse s'en tire plus mal. Quoi, je dirais. Non, a priori, non. Ouais, donc, non, non, c'est dramatique, je pense. Et l'enquête Teams, ça a terrifié tout le monde parce qu'on est dernier, quoi. Il y a une soixantaine de pays. Hein, c'est le niveau en maths et en sciences des enfants. C'est CM2 et 4e. Hein, fourth grade and eighth grade, comme on dit dans le monde. Et on est dernier.
Enfin, il y a un des classements où la Roumanie se débrouille pour être derrière nous. Mais sinon, on est dernier, quoi. On est dernier des 60 pays sur les compétences en sciences et en maths des gamins. C'est terrible, quoi. Alors, on nous explique après qu'on va vers un monde digital d'ingénieurs. Enfin, c'est une plaisanterie. Enfin. Bon, sur ce constat terrible. Non, mais il faut faire quelque chose, quoi. Je veux dire, faut le prendre positivement. Les Allemands l'ont fait. Les Allemands étaient à peu près comme nous en 2000, quoi. Et 10 ans après, ils avaient totalement retapé leur système éducatif, le niveau des gamins avait monté de façon incroyable, justement par ces techniques inclusives, hein, où les enfants travaillent en petits groupes. Le bouquin d'Alcan est très intéressant, il explique qu'en France, à l'école primaire ou au collège, le maître ou le prof arrive et il copie au tableau le livre. Ces trucs, ça sert à rien. Enfin, donc, on a un système éducatif, les gamins perdent leur temps. Ils l'ont, le livre, quoi. Il n'est pas peine de le recopier au tableau, quoi. Donc, évidemment, le système finlandais qui vient de Singapour, d'ailleurs, on met les gamins en petits groupes, on mélange les bons et les pas bons, et tout le monde progresse, parce que les bons apprennent aux pas bons, et les pas bons font des progrès. Et puis, le maître, il est là pour résoudre les problèmes qui n'ont pas été résolus par le petit groupe, et il n'y a pas de cours magistraux au tableau, parce que tout le monde a le manuel, a son iPad avec le manuel, et le cours, c'est un endroit où on progresse en petits groupes, quoi, et on n'est pas en train de copier béatement, reconstituer un deuxième manuel avec des fautes d'orthographe, quoi, dire un truc. Donc, non, il y a un travail énorme à faire sur les méthodes pédagogiques. Et il y a aussi à résoudre le problème de l'inégalité croissante entre jeunes et générations plus âgées, patrimonialement. Et puis il y a un troisième problème, c'est d'emmener les jeunes filles sur les matières dans les études scientifiques. Il y a très peu de jeunes femmes qui vont dans les études scientifiques, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, dans les facs de sciences, etc. Alors qu'il y a plein de jeunes femmes très brillantes dans les matières scientifiques au lycée, quoi. Et au bac, elles basculent dans des études non scientifiques. Donc il faut redonner un goût aux jeunes filles pour les études scientifiques, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont des métiers scientifiques. Et ça pose un énorme problème aussi. On n'a pas, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas assez de scientifiques, quoi. C'est le fait que les jeunes filles partent dans des études littéraires. Alors c'est très bien les études littéraires, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de filles dans les écoles d'ingénieurs, quoi. Bon, c'est une vaste question. En tout cas, j'invite tout le monde à lire votre livre parce que c'est encore une fois un très bon cours d'histoire des 40 dernières années. Et pour ceux qui s'intéressent à la chose économique et à l'incidence que cette chose a sur nos vies, à tous, eh bien, je trouve que c'est une lecture quasiment indispensable. Voilà, Patrick, merci en tout cas. Merci beaucoup, Vincent.